Bienvenue à Procure en parle. On est très heureux d'être là avec vous ce soir. Je pense qu'on va passer un très bon moment ensemble. Et comme l'information est le premier remède, c'est avec plaisir que nous vous présentons l'avant-dernier webinaire déjà de cet automne qui abordera le parcours d'un patient de son diagnostic à sa rémission avec le docteur Frédéric Pouliot, qui est uro-oncologue au CHU de Québec, et son patient, l'ex-maire de Québec, M. Régis Labaume, qu'on aura l'occasion d'entendre également ce soir. La présentation du webinaire de ce soir diffère des autres de la façon suivante. Précisément, nous aurons droit à un documentaire en plus d'un témoignage sous forme de vidéo ou un court-métrage suivi d'une période de questions. Et laissez-moi vous dire que les questions sont pertinentes et directes, sans détour. C'est à travers ce documentaire inédit que le docteur Pouliot partage avec nous tous les dessous de ce qu'est l'urologie masculine en présence d'un cancer de la prostate et aussi un de ses traitements dont la chirurgie radicale, entre autres. Alors restez avec nous, c'est à voir et à entendre. Et comme toujours, nous tenons à remercier tous nos donateurs du fond du cœur, mais également le présentateur officiel de ce webinaire, Industriel Alliance, en collaboration avec la Fondation CHU de Québec et nos partenaires Astellas, un des laboratoires très impliqués dans le traitement des cancers de la prostate plus avancés, de même que l'Association des urologues du Québec. Et avant de débuter, et comme ce webinaire est en collaboration avec la Fondation du CHU de Québec, je passe la parole à M. Anthony Lamour, directeur développement, partenariat et alliance stratégique chez Procure. Alors, Anthony, bonsoir. Bonsoir Winston, bonsoir et merci d'être à tout le monde d'être présent ce soir. Winston, je vais profiter de ce temps de parole pour te remercier personnellement et au nom de Procure pour l'excellent travail que tu fais depuis plus de 2 ans maintenant à titre de présentateur de ces Procure en parle. Donc, merci beaucoup. C'est tout à fait naturel. Ce soir, donc, on a la chance de collaborer avec le CHU de Québec et la Fondation du CHU de Québec avec nous, la Fondation du CHU de Québec, avec qui nous collaborons depuis plus de 2 ans pour un événement qui s'appelle la Marche du Courage Jean Pagé, qui aurait pu avoir lieu à Québec il y a 2 ans avant la pandémie. Malheureusement, la pandémie est arrivée par là et nous avons dû retarder ce projet, mais nous espérons pouvoir la tenir en 2022. Et avec moi et avec nous avons ce soir Marie-Claude Paré, qui est la présidente directrice générale de la Fondation du CHU de Québec. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir et merci de collaborer avec Procure. C'est tout à fait normal, merci. Est-ce que tu avais un petit message pour les gens? Absolument, merci beaucoup. Alors, moi aussi, de mon côté, je veux remercier les gens de Procure pour cette belle collaboration-là. Je pense que vous avez ici une belle façon de voir quand deux grandes organisations se mettent ensemble pour un même but, hein, les patients, essayer d'aider les patients. Et nous, à la Fondation, c'est vraiment dans notre mission. Donc, on est très contents de ce partenariat-là avec Procure. Nous, à la Fondation, depuis plusieurs années, on amasse des sous pour les urologues. Donc, bien sûr, pour nous, c'est très, très important. Les sous amassés depuis plusieurs années sont pour soit des appareils de haute technologie ou encore pour de la recherche autant clinique que fondamentale. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important. Et on a également, avec nos urologues, plusieurs événements, dont le Pro Hockey qui a lieu depuis 5 ans, plus difficile depuis 2 ans, nous aussi, mais dont nous amassons des sous pour, encore une fois, la recherche et des équipements qui vont aider les patients. Donc, permettez-moi 2 secondes de remercier nos partenaires qui sont avec nous dans cette belle aventure-là également. Immobourg, Société immobilière, Astella, Sanofi, Byers, Gestion financière MD, Merck et Teresa Canada. Donc, merci encore pour ce beau partenariat. Et je vais passer la parole maintenant à Danielle Goulet du CHU de Québec.
Merci beaucoup, Madame Paré, Monsieur Lamour, Monsieur McQueen. Donc, au nom de la direction du CHU de Québec, Université Laval, ça me fait grandement plaisir d'être avec vous ce soir parce que la lutte contre le cancer, c'est l'une de nos grandes priorités. On est donc très, très heureux de voir tous les efforts que vous déployez par la Fondation du CHU et ses partenaires pour nous aider à nous positionner parmi les meilleurs au monde dans ce domaine, tant en soins qu'en recherche. J'ai fait quelques recherches. Je pense que le cancer de la prostate, ça représente 20 des nouveaux cas de cancer chez l'homme actuellement et en plus de tous les autres cancers urologiques. C'est pourquoi il est essentiel de soutenir le travail de nos médecins parce que les besoins sont vraiment très grands. L'équipe d'urologie et d'onco-urologue du CHU de Québec, c'est plus de 20 médecins qui travaillent dans ce domaine-là et qui ont une réputation qui n'est plus à faire. Là, c'est une des plus grandes équipes en Amérique du Nord. On est vraiment chanceux. Plusieurs de nos spécialistes se distinguent par leurs travaux de recherche clinique également, ce qui permet toujours de nous amener plus loin au niveau du CHU de Québec là, pour le bénéfice de milliers de patients, évidemment. Il y a plus de 5500 patients qui subissent une chirurgie urologique à chaque année, incluant ceux de la prostate au CHU de Québec, Université Laval. Et pour offrir les soins, bien, ça nous prend tout ça, l'équipement et tous les partenaires que l'on a autour. Donc, à mon tour, j'aimerais remercier l'équipe de Procure, l'équipe de la Fondation du CHU pour leur précieux appui au niveau du département de médecine urologique du CHU de Québec, Université Laval. Je vous remercie de mettre en place des campagnes, des activités qui permettent de rejoindre les gens et de les conscientiser à l'importance de faire leur part pour la lutte contre le cancer de la prostate et des autres cancers urologiques. Donc, la mobilisation et l'appui de chacun est primordial. Donc, je vous remercie de votre participation ce soir à ce webinaire, à la participation du Dr Pouliot, qui, je suis sûre, fera une conférence de haut niveau. Et je vous encourage à poursuivre votre participation pour la cause. Donc, faites-le pour tous les hommes qui comptent pour nous. Alors, merci beaucoup de votre implication. On est chanceux de vous avoir et je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci. Merci beaucoup, Madame Goulet. Je vais juste reprendre 30 secondes pour mentionner et non des moindres, que Procure a investi plus d'1 million de dollars auprès du centre de recherche du CHU de Québec depuis 10 ans. Et qu'en courant 2022, donc, on a un projet de 4 ans pour un projet de 2 millions de dollars donc, qui sera réparti à travers les 4 centres hospitaliers du Québec. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Puis, la recherche avance, nos activités sont là pour ça. Donc, continuons, comme vous l'avez dit. On est chanceux de vous avoir, puis on compte sur votre soutien. Ça va nous amener vraiment plus loin. Merci infiniment de votre présence parmi nous. Merci beaucoup. Donc, Winston, à toi la parole. Alors, mesdames, merci. Anthony, évidemment, 1000 fois merci pour tout ce travail que tu fais depuis plusieurs années maintenant. Alors, sans plus tarder, voici ce court-métrage, soit le parcours d'un patient. Je savais qu'il y avait un problème depuis septembre 2018. Bon. Évidemment, normalement, ça urge, là, il fallait faire une biopsie, tout ça. Mais bon, dans mon métier, c'est jamais évident. Puis comme je suis un petit peu... je suis jamais pressé pour ces choses-là. Bon, finalement, ça a pris 3-4 mois avant que j'aie le verdict. Puis je pensais que c'était pas grave, là, mais finalement, tu t'aperçois après que tu en accumules, là. Alors, début 2019, le verdict et opération en avril. Frédéric Pouliot, c'est un bel humain. Hein? Ça prend des beaux humains pour faire ce travail-là. Et il y a une douceur extraordinaire pour un gars comme moi qui n'est pas nécessairement doux, là. Alors, la façon de l'amener, il l'a amené... Moi, je valorise l'intelligence, là. Alors, il l'a amené d'un point de vue scientifique. Et ça m'a plu. On n'a pas perdu notre temps avec les petites misères, puis psychologie, tout ça. C'est important, mais je pensais que ça ne l'était pas, moi, là.
Et donc, on a eu des rapports, des discussions basées sur la science. Moi, ça me convenait parce que, à part en discuter d'un point de vue scientifique, je n'avais pas beaucoup d'intérêt. J'aurais dû, peut-être, ça m'aurait aidé un petit peu par après, là. Alors, et on avait une décision à prendre, hein, l'ablation ou pas d'ablation. J'ai aimé sa façon, on ne peut pas dire de Frédéric qu'il est direct, parce que ce n'est pas un gars comme ça. Il était clair. Alors, les choix qu'il m'a mis sur la table étaient clairs, évidents. Je savais à quoi m'en tenir, puis on a pris la décision très rapidement. Ablation finie. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se pose des questions. Est-ce qu'on doit procéder à l'ablation? Bon, il y a des conséquences, on le sait, puis surtout que les gars sont bien orgueilleux. Ils pensent qu'ils ne vivront plus après. Alors, moi, ça a été assez simple. Et c'est pour ça que la relation que j'ai avec Frédéric, en plus que c'est un humain extraordinaire, on a eu une relation, des discussions essentiellement au point de vue scientifique. Ça m'a fait du bien. Je voulais comprendre, explique-moi comment ça se passe dans le corps humain, comment tu fais l'opération, l'avant, l'après, les conséquences. Même moi, ça, très clair, les conséquences. On ne joue pas à la mer ici, là, puis, mais il l'a fait d'une façon douce. Alors, tu sais, moi, j'ai un frère qui habite aux États-Unis. Et je lui ai expliqué que moi, ce que j'ai vécu, ça ne m'a pas coûté un sou. J'ai eu droit à des soins qui étaient personnalisés, pas parce que j'étais mère, parce que j'ai vu que tout le monde était traité de la même façon. C'est extraordinaire, le pays dans lequel on vit, là. Pouvoir avoir des soins gratuits, avoir des spécialistes, être en relation avec ces gens-là aussi souvent qu'on puisse le vouloir, j'ai l'impression. Et que finalement, les pauvres et les riches sont traités sur le même pied. C'est fantastique, là. On vit dans une belle société. Comme citoyen, investir dans des projets de recherche ou investir dans tout ce qui est corollaire à la recherche et sachant que éventuellement, il n'y aurait que les privilégiés ou les gens qui ont des assurances qui pourraient en bénéficier, j'aurais de la misère avec ça. L'avantage au Québec, c'est quand tu investis dans la recherche, tu sais qu'on dit que c'est pour la suite du monde, c'est pour le bien-être général. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus motivant d'y investir. C'est beaucoup plus motivant. Le problème, c'est que je ne souhaite pas aux gens d'avoir le cancer de la prostate pour y investir, mais des fois, je me dis, ceux qui ont passé par là, ce serait une bonne idée que vous ne l'oubliez pas, hein? Que si on vous a traité, c'est parce que avant vous, hein, il y a des gens qui ont investi dans la recherche. Avant vous, il y a des gens qui ont eu le cancer de la prostate, puis vous avez bénéficié. Moi, mon opération a été faite par un robot. C'est extraordinaire parce que c'est la non-invasion du robot, en ce sens que ça fait beaucoup moins de dommages. Tu sais, le lendemain de l'opération, c'est pas bon, c'est un peu des fils partout, là, ça m'agace, là, mais en termes de mal physique, c'est bénin, tant qu'à moi. Le robot, ça fait en sorte que ça change ta vie. Ça veut dire que tu peux revenir plus vite au travail, ça veut dire que c'est moins de soins qui doivent être fournis par ta famille, etc., etc. C'est ça qui est extraordinaire. Et bon, des robots, il faut s'en payer, là. Il en manque un en passant là, à l'hôpital, à l'Hôtel-Dieu. Alors, ça en prend un autre parce que ce qui va arriver, c'est que dans le fond, les médecins vont être obligés de choisir, puis c'est là où ça n'a plus de sens, ça devient quasiment américain, choisir ceux et celles qui pourraient être opérés avec un robot et ceux et celles qui ne le seraient pas. C'est assez... c'était terrible comme choix à faire, là. Alors, il ne faut pas que les médecins, les chirurgiens, les spécialistes aient à faire ce choix-là. Il faut que tout le monde puisse avoir accès à un robot. Alors, il y en manque un, puis ce n'est pas juste pour Québec. C'est pour tout l'Est du Québec, là. Alors, j'avais toujours l'impression que j'avais un privilège. Et je le répétais souvent, jusqu'à temps qu'ils me disent, Monsieur le maire, c'est pas un privilège, on traite tout le monde comme ça. C'était quand même une grande surprise. Ça veut dire que si tout le monde était traité comme je l'ai été, c'est un cadeau du ciel. Et ces gens-là sont extraordinaires. Bon, le premier ministre parle d'anges, là. Moi, je dirais que comment ces gens-là, et je leur posais la question, comment tous les jours vous pouvez vivre comme vous vivez, aider les gens? Il y en a qui vous meurent quasiment d'un bras. C'est une vocation. Et c'est même inquiétant que ce soit une vocation, en ce sens que j'espère qu'il y en a d'autres qui vont avoir cette espèce d'appel-là. Hein? Ce n'est pas un appel de l'Église, ce n'est pas un appel de Dieu, mais c'est un appel, cette volonté-là d'aider,
cette générosité-là, c'est impressionnant et émouvant. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, la générosité, tout est un peu à distance. Hein? Les vivre ces moments-là avec ces gens-là, moi, ça m'a bien ému. J'étais très ému de les côtoyer. C'est même un privilège. C'est même un privilège. Quand tu côtoies ce genre de monde-là, je pense que ça t'améliore comme humain. Quand tu vois des gens se comporter comme ils se comportent, comme elles se comportent, c'est une bonne leçon pour peut-être repenser à ton propre comportement vis-à-vis des autres. Moi, je l'ai senti comme ça. Parce que, bon, on est imparfait, moi plus que les autres, évidemment. Et de voir cette espèce de gratuité-là dans les sentiments, c'est extraordinaire. Je pense que, comme être humain, ça m'a amélioré. Je pense que je suis un meilleur être humain parce que je les ai côtoyés, puis je ne le fais pas pour... je ne veux pas en rajouter, je le pense sincèrement. Ça m'a amélioré comme humain. C'est vrai, je le pense. Ah ben, moi, je vous dis, docteur Pouliot, un grand merci d'être avec nous. Un grand merci d'être avec nous ce soir, parce que, évidemment, votre présence est réconfortante. Vous êtes, je le rappelle, uro-oncologue au CHU de Québec, et j'aimerais, au nom de nous tous, et j'inclus les patients là-dedans, vous remercier et aussi vous féliciter pour ce court-métrage. Et je vous cède tout de suite la parole pour commenter ce court-métrage et en même temps présenter peut-être quelqu'un d'autre, on verra. Alors la parole est à vous, Dr. Pouliot. Bon, ben bonsoir à tous et à toutes. Premièrement, je me permets de vous remercier, M. McQuaid, et aussi tout le monde à la Fondation du CHU de Québec, au CHU de Québec, et aussi chez Procure là, pour l'opportunité que vous nous donnez comme médecin. Et je parle au pluriel parce que dans la vidéo que vous allez voir sous peu, vous allez voir évidemment d'autres médecins que moi-même. C'est une équipe multidisciplinaire de traitement du cancer de la prostate. Alors, de pouvoir aujourd'hui, ce soir, vous présenter un petit peu le parcours du patient et de mettre ça en vidéo bout à bout et de aussi pouvoir un peu illustrer ce qui est tellement difficile de faire dans une consultation de patient chez qui on annonce un diagnostic de cancer de la prostate. Alors, je pense que c'est un beau travail d'équipe encore là que vous avez fait, que vous avez réussi à ficeler. Alors, M. McQuaid, maintenant, je ne sais pas si nous en sommes comme maître des cérémonies, je ne sais pas si on en est au deuxième vidéo à ce stade-ci, parce qu'il y avait un deuxième petit vidéo, et ensuite il y a une période de questions, évidemment. Alors, allons-y avec cette deuxième vidéo, puis on revient tout de suite après, Dr. Pouliot. Merci. Bonjour, mon nom est Frédéric Pouliot, je suis urologue-oncologue au CHU de Québec et chercheur clinicien et je suis fier de faire partie du groupe de 20 urologues ici dans la région qui s'occupent de traiter les patients atteints de pathologies urologiques. Les cancers urologiques sont très prévalents dans la population, aussi bien chez l'homme que chez la femme, mais étant donné le cancer de la prostate, c'est certain qu'on va avoir plus une clientèle masculine de ce côté-là. En fait, les cancers urologiques représentent plus de 35% de tous les cancers chez l'homme. Donc, un patient sur 3 atteint de cancer chez l'homme en Amérique du Nord va être traité par un urologue. Cette prévalence-là, très importante des cancers urologiques chez l'homme, mais aussi chez la femme, fait qu'on fait plus de 5500 chirurgies urologiques dans le CHU de Québec chaque année. Une fois qu'on a un diagnostic de cancer de la prostate, ensuite, le parcours du patient atteint un point très important. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait entre observer ce cancer-là, parce qu'il y a des cancers de la prostate qui sont dits indolents, donc qui ne causeront pas le décès au patient. Il faut juste s'assurer qu'ils ne se transforment pas en cancer plus avancé. Les cancers qui sont non indolents, donc ceux qu'il faut traiter, il faut faire le choix entre une thérapie dite par radiothérapie, avec ou sans hormonothérapie, ou la chirurgie qu'on appelle la prostatectomie radicale. Et il y a des avantages et des inconvénients à chacune des approches, et là, c'est au patient
et au docteur d'avoir la discussion pour décider lequel des traitements le patient désire avoir. En général, les plus jeunes patients vont recommander la chirurgie, les patients plus âgés vont recommander la radiothérapie. Il y a aussi des facteurs qui sont dits oncologiques, reliés au cancer lui-même, où on va penser que c'est peut-être mieux d'avoir une radiothérapie ou une chirurgie selon les types de cancer de la prostate que le patient va avoir, parce que c'est très important de comprendre que ce n'est pas un cancer de la prostate. C'est vraiment une multitude de cancers de la prostate qu'il y a dans la population en générale. Chaque patient a son cancer de la prostate différent. Donc, avec les outils qu'on a diagnostiques, on peut mieux caractériser les patients et peut-être leur offrir des traitements plus personnalisés, pousser des fois plus vers la radiothérapie pour certains patients ou plus vers la chirurgie pour d'autres. Bonsoir à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour justement démystifier un peu le parcours d'un patient diagnostiqué et traité pour un cancer de la prostate. Mais aussi montrer comment vous, grâce à vos efforts, grâce aux dons des donateurs, on améliore ce parcours-là et aussi le traitement de nos patients atteints de ce cancer qui est la 3e cause de mortalité chez l'homme en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on va suivre un patient fictif, un patient qui a eu un dépistage du cancer de la prostate. Le dépistage implique principalement 2 composantes. La première est un toucher rectal où à travers le rectum, on va aller palper la prostate à la recherche d'un nodule. S'il y a un nodule, on va ensuite commander des biopsies transrectales de la prostate. L'autre composante, c'est la prise de sang qu'on appelle la PSA pour Prostate Specific Antigen ou en français, antigène prostatique spécifique. Si les niveaux de cette protéine-là qui circule dans le sang sont élevés, cela indique aussi de faire des biopsies de la prostate. Donc aujourd'hui, on va prendre comme patient fictif un patient qui a une valeur de PSA dans son sang élevée et on va suivre son parcours à travers la trajectoire jusqu'au traitement. Donc, vous avez ici une machine d'échographie standard qu'on utilise toutes les semaines pour faire des centaines et des centaines de biopsies à chaque année. On a évidemment une pièce d'équipement essentielle qui est la sonde endorectale. C'est ce qu'on insère au niveau du rectum pour nous permettre de bien visualiser la prostate et ensuite nous permettre d'aller échantillonner 12 zones de la prostate au hasard. Donc sur ces images-là, habituellement, on ne voit pas le cancer. Ça nous sert uniquement comme outil pour aller faire un échantillonnage adéquat de 12 régions différentes de la prostate. Donc maintenant, pour bien vous expliquer la procédure de biopsie prostatique guidée par l'échographie, je vous montre une petite planche anatomique où on voit en fait sur cette planche-là la prostate, la vessie qui est juste en haut et l'anus et le rectum derrière. Donc lorsqu'on fait les biopsies, évidemment, on commence par notre examen rectal. On se rend bien compte qu'avec le doigt, si on appuie, on arrive à rejoindre la prostate. Puis, avec la sonde échographique, on va être en mesure de bien voir la prostate et de venir cibler une aiguille qui va pénétrer dans la zone postérieure de la prostate à plusieurs endroits différents, soit 12 zones distinctes pour bien échantillonner la périphérie de la prostate pour essayer d'y trouver un cancer. Donc, on se souvient que notre patient a eu un PSA, donc une prise de sang, qui nous disait qu'il était à risque d'avoir un cancer de la prostate. On lui a fait des biopsies standards, non guidées dans la prostate, au hasard, qui se sont avérées négatives. Maintenant, son PSA a continué d'augmenter, ce qui nous laisse suspecter qu'on aurait peut-être manqué quelque chose dans cette prostate-là. Mais je suis présentement avec le docteur Étienne Ouellette, qui est radiologiste ici dans le CHU de Québec, et qui est spécialisé justement en imagerie par résonance magnétique de la prostate. Une imagerie qui peut nous aider à trouver des foyers de cancer et à guider nos biopsies pour mieux les diagnostiquer. Donc la résonance magnétique, que ce soit de la prostate ou un autre examen, c'est un examen qui est fait là, ici à l'Hôtel Dieu, qui dure environ 45 minutes, qui nécessite du contraste là, intraveineux. Donc les patients arrivent un petit peu à l'avance, ils font installer un petit cathéter intraveineux. Par la suite, la technologue amène le patient en salle de résonance magnétique. Pour les gens qui en ont déjà subi, c'est un appareil qui fait beaucoup de bruit quand même. Puis par la suite, le patient est coupé là, principalement en tranche axiale, comme ici dans le fond on descend puis on couvre la prostate. Puis par la suite, nous, avec l'appareil, on peut reconstruire dans le fond dans d'autres plans. On dit que l'examen est multiparamétrique, c'est qu'on fait de l'acquisition dans le fond de différentes séquences.
Il y a notamment le T2 puis la diffusion et le post-contraste, qui sont surtout les 3 séquences qu'on va analyser afin de cibler les lésions là, à biopsie. OK, donc ici, qu'est-ce qu'on a trouvé justement chez notre patient là, qui avait eu des biopsies standards sans IRM négatives? Est-ce qu'on a trouvé quelque chose? Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est où les biopsies ont été faites. Donc, dans la portion plus périphérique de la prostate, on ne voit pas de cancer, ce qui va avec les biopsies, sauf qu'on trouve, une lésion là, qui a été dessinée ici, qui est assez noire, qui est dans la portion là, très antérieure de la prostate, puis centrée à gauche, ce qui nous zone qui normalement n'est pas ciblée par les biopsies conventionnelles. On voit vraiment là, qu'ici, la lésion est plus noire que le reste de la prostate, qui est plus gris ici, puis qui est très blanc ici. OK, donc si on avait à refaire des biopsies, chez lui, ce qu'on va faire avec notre échographie qui va fusionner ces images-là, ce serait dans cette zone-là qu'il faudrait aller. Oui, les chances sont que le cancer, là, avec le monsieur qui a un PSA augmenté, ça va être effectivement à cet endroit. Bon, ben merci, on va aller de l'avant et procéder aux biopsies. Donc notre rôle ici avec l'appareil Échofusion, qu'on a acheté grâce au Fonds du Pro-Hockey et la Fondation du CHU de Québec, c'est vraiment de nous indiquer sur l'échographie où se trouve la lésion retrouvée à la résonance magnétique qu'on a vu tout à l'heure avec Dr. Ouellet. Donc vous voyez ici, en jaune, c'est la zone qui a été identifiée à la résonance magnétique. Et en vert, la ligne qui délimite le vert, c'est la prostate. Donc on est capable maintenant, en temps réel, avec un appareil d'échographie, de savoir où aller prendre notre biopsie. Et vous voyez que c'est très très loin de la zone périphérique, là où on fait normalement nos biopsies, qu'on retrouve le cancer. Donc, on a procédé ici à une biopsie ciblée par la lésion à l'IRM et on va pouvoir être plus certain de notre valeur de notre biopsie par la suite. Et on verra si le patient aura un cancer ou pas. On sait que notre patient a eu un diagnostic de cancer de la prostate. Un cancer de la prostate quand même à risque d'avoir des métastases ganglionnaires. Et le Dr Beauregard et son équipe ont mis au point des techniques pour mieux diagnostiquer si le cancer sortait de la prostate, ce qui contre-indiquerait la chirurgie pour ce patient-là. La technique en question, c'est une tomographie par émission de positrons, ou appelée communément TEP. Et dans ce cas-ci, on utilise un traceur radioactif, mais en très petite quantité, donc aucun danger point de vue des radiations, qu'on injecte dans le corps du patient et qui va se localiser très fortement sur les cellules de cancer de la prostate et nous permettre de visualiser la tumeur. Donc ici, on a le scanner, le scan conventionnel qu'on a effectué dans le cadre de notre examen qui montre la prostate au centre. Par contre, avec cette image-là, il n'y a pas moyen de visualiser ou de confirmer qu'il y a un cancer dans la prostate. Et c'est là qu'entrent en jeu nos images moléculaires où on voit le traceur qui s'est accumulé très fortement dans une partie de la prostate et qui indique la présence de la tumeur ici en rouge. De plus, pour ce patient, la principale question était de savoir si le cancer s'était répandu ailleurs dans son corps et l'image du corps entier qu'on peut effectuer nous montre qu'il n'y a aucune zone d'accumulation qui est anormale. Tout ce qu'on voit ici, à part le cancer dans la prostate, c'est des zones d'accumulation normales dans les organes du patient. Donc, ce patient-là peut être opéré. Il y avait un autre patient aussi, Dr Beauregard, que je vous avais demandé d'imager par imagerie moléculaire. C'était un patient, lui, qui malheureusement était en récidive après des traitements. Et on voulait savoir quel traitement on devait faire. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de ce deuxième patient-là que vous avez imagé aussi par cette technique d'imagerie moléculaire? Certainement. Alors, c'est le patient ici où on voit certaines anomalies sur son scan conventionnel dans les os. Ici, c'est le bassin. On se doute que c'est le cancer de la prostate, mais on ne peut pas en être certain. Alors, quand on ajoute l'imagerie moléculaire, on voit bien la même accumulation en rouge au niveau des anomalies dans son squelette, ce qui nous confirme que c'est bel et bien des métastases osseuses. De plus, encore une fois, puisqu'on image le corps en entier, on peut voir partout dans le corps où ces métastases sont localisées. Donc, les nombreux petits foyers gris ou noirs qui indiquent des métastases. Donc maintenant, on sait que notre patient a eu un diagnostic de cancer de la prostate et qu'il n'est pas métastatique. Et notre patient est donc candidat à une thérapie locorégionale qui pourrait être soit de la radiothérapie
ou la chirurgie qu'on appelle la prostatectomie radicale. On est rendu en salle d'opération. Le patient a choisi d'avoir la prostatectomie radicale comme traitement, qui consiste en l'ablation de la prostate. Le patient a choisi de l'avoir par chirurgie robotique laparoscopique. Donc, c'est une technologie qui a été obtenue grâce à la Fondation du CHU de Québec. Donc, c'est pas disponible partout et c'est pas un standard. Donc, ça remplit les hauts standards qu'on peut retrouver partout dans le monde. Donc, on est rendu maintenant au cœur de la chirurgie. Le robot a été arrimé sur le patient, les caméras ont été mises dans le ventre du patient. Et là, les instruments, il faut comprendre qu'ils sont dans le patient et le Dr. Torren, qui est ici, pratique la chirurgie à partir de la console chirurgicale, qui a plusieurs instruments qui permettent de manipuler le robot chirurgical. Donc, le robot n'opère pas tout seul. C'est Dr. Torren qui donne les ordres au robot et les mouvements à faire. Donc, principalement, il utilise les instruments avec ses bras. Vous pouvez voir ici, il est capable de pincer, de déplacer les différents instruments, de déplacer la caméra. Et vous pouvez voir aussi que ses pieds aussi travaillent. Donc, c'est un peu comme n'importe quelle machinerie mécanique. On a une cloche pour changer les positions, changer le bras. Donc, on se sert de nos 4 membres pour procéder à la chirurgie. Et de l'autre côté, on a Dr. McMartin, qui est une résidente en urologie, qui, elle, assiste le Dr. Torren pour appliquer les clips chirurgicaux pour faire la succion et évidemment avec aussi tout le personnel infirmier là, qui participe activement à la chirurgie. Au-delà de la recherche clinique, il faut comprendre aussi qu'on a su développer de la recherche plus fondamentale à Québec. C'est les docteurs Louis Lacombe et Yves Fradet qui ont été les pionniers de ce côté-là et les plus jeunes chercheurs on a pu utiliser les ressources et la structure de laboratoire qui était en place. Et l'avantage de faire de la recherche fondamentale, c'est que ça nous permet justement d'étudier les tissus des patients atteints de cancer de la prostate qui sont extraits soit par biopsie ou par prostatectomie radicale. Donc, prendre leurs tissus, les analyser par des techniques de biologie moléculaire ou d'analyse de protéines. Et ensuite de ça, on essaie de trouver des nouvelles pistes thérapeutiques au diagnostic pour améliorer ensuite de ça le traitement des patients au diagnostic dans des études cliniques qu'on peut nous-mêmes faire le devis par la suite. Donc, il y a vraiment une espèce de rétroaction, ce qu'on peut appeler en anglais un feedback entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, où la clinique nourrit la recherche fondamentale qui ensuite amène de nouvelles hypothèses, de nouvelles cibles pour les traitements et les diagnostics. Pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche clinique? C'est parce qu'on sait très bien que malgré tous les outils qu'on a et tout l'arsenal thérapeutique reconnu, disponible, payé par nos gouvernements, on a beaucoup d'échecs au traitement du cancer. Et il faut répondre à des questions encore aujourd'hui par rapport à comment est-ce qu'on pourrait améliorer le soin des patients qui sont atteints de cancer. Soit augmenter l'intensité des traitements, mais dans certains cas, la diminuer aussi, puis s'apercevoir qu'un cancer n'a pas besoin d'être traité, par exemple. Et quand on parle de cancers très agressifs, des cancers qui sont dits souvent métastatiques ou qui risquent de causer le décès aux patients, il faut comprendre que les nouvelles avenues thérapeutiques, ils vont passer juste une fois dans la vie de ce patient-là. Donc, s'il y a une intervention qu'on peut faire qui est en recherche, qui pourrait, dans 5 ans, devenir le standard, le patient, lui, si on ne lui offre pas la recherche clinique, il n'aura pas sa chance d'avoir ce traitement-là ou d'avoir cette intervention-là. Donc, c'est clé que ça fasse partie du continuum de possibilités offertes à nos patients d'avoir les nouvelles avenues thérapeutiques pour, justement, que tout le monde ait sa chance d'avoir des traitements de demain.
On a plus de 30 projets de recherche qui impliquent des patients à différents niveaux qui sont ouverts constamment. Il y en a que ça peut être pour des traitements de nouvelles molécules chez les patients qui sont plus avancés, dits métastatiques. Il y en a que ça va être pour tester des nouvelles techniques diagnostiques comme l'échographie fusion, par exemple. D'autres vont être pour mieux stadifier le cancer de la prostate à l'aide de nouveaux traceurs pour voir si le cancer est métastatique avant de les opérer et peut-être changer notre traitement. Donc, on voit ici que d'évoluer dans un environnement de recherche, ça donne plusieurs options aux patients et ultimement, on pense que cet amalgame-là de possibilités optimise les traitements aussi. Alors, si vous permettez, un bref commentaire, c'est que je suis complètement flabbergasté devant cette réalité. Voilà, je démarre la vidéo de mon côté, espérant qu'il y a le docteur Pouliot qui est là. Le docteur Pouliot, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, je suis flabbergasté. Moi, il y a 15 ans, quand j'ai subi le cancer de la prostate, une prostatectomie radicale, et que c'est revenu 2 ans plus tard, j'aurais aimé avoir toutes ces informations à ce moment-là, mais elles n'étaient pas disponibles. Et maintenant, il y a tellement de progrès qui ont été faits, des progrès scientifiques, et pas seulement des progrès scientifiques, mais des progrès sur le plan de l'humanité, dans l'attention et les soins que vous apportez et la qualité des soins que vous donnez. Et là, vous êtes à Québec, vous êtes une équipe formidable, mais je suis convaincu qu'un peu partout à travers le Québec, on a cette même qualité de soins, cette même qualité d'intervention et que les biobanques, la biobanque Procure, existent dans 4 hôpitaux universitaires du Québec, dont à Québec, à Sherbrooke et 2 hôpitaux à Montréal. Et je ne peux que saluer votre travail qui est absolument extraordinaire. Flabbergasté. Si vous permettez, je vais continuer un petit peu parce que tout à l'heure, on est passé un peu rapidement sur l'importance du témoignage de M. Labaume, votre ex-maire d'une certaine façon, et nous embrassons cette, comment dire, cette volonté d'aider ses compatriotes, ses concitoyens, et on est aussi ému de tant de générosité d'un homme qui a d'autres choses à faire dans la vie que de passer du temps au petit écran pour nous convaincre à la fois d'être vigilant, mais en même temps, il le fait. Et cet homme, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme-là, parce qu'il n'y a personne qui a envie de faire ça. Tu ne fais pas ça parce qu'à un moment donné, tu as envie de jouer au hockey, puis tu mets tes patins, puis non, c'est pas ça. C'est vraiment un humaniste et fondamentalement une belle personne. Alors là-dessus, si vous permettez, il y a des questions urgentes à poser. Et je vais tout de suite débuter, Dr. Pouliot, avec une première question. Pouvez-vous expliquer pourquoi un homme de 55 ans, sans facteur de risque, sportif, qui a une saine alimentation et aucun surpoids, développe un cancer de la prostate? Bien, effectivement, tout ne s'explique pas, en fait. Ce qu'on sait, c'est que le cancer de la prostate est très prévalent. Un homme sur 7 va en souffrir dans sa vie. Donc, on a tous une référence, un parent, un voisin, un ami qui est touché par ça directement. Et simplement, le fait d'être un homme et de prendre de l'âge, ce sont 2 facteurs de risque extrêmement majeurs et qui font qu'on est immédiatement à risque d'avoir ce cancer-là éventuellement. Bien entendu, le cancer, c'est causé par des altérations dans nos gènes, dans l'ADN, et ces altérations-là peuvent être modifiées par notre environnement, l'inflammation qu'on a dans notre prostate et autres choses, et aussi notre génétique à nous. Donc, on peut avoir une saine alimentation, une saine vie, mais malheureusement, finir par en développer un. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas de cause précise, il y a des facteurs de risque et certains hommes vont le développer et d'autres pas.
Et c'est toujours une question de statistique ou de malchance ou de chance, tout dépendant de quel côté on est de la clôture. Mais tout le monde peut le développer. Donc, c'est un sujet qui nous concerne tous. J'aimerais savoir si c'est une rumeur urbaine ou si c'est une réalité. Par exemple, cette personne a 70 ans. Mon médecin m'a dit que passé mon âge, on n'en faisait plus de dépistage, que je mourrais d'autre chose et je m'inquiète parce qu'un de mes voisins, qui a 76 ans, a un cancer de la prostate agressif. Alors dois-je m'inquiéter? Oui. Ici, on touche un sujet qui est important, qui fait une belle transition avec votre première question, c'est de dire qui doit être dépisté? Hein? Le dépistage, chez des personnes asymptomatiques, la recherche d'une maladie par des tests diagnostiques. On en parlait au début du documentaire tout à l'heure en parlant de PSA, cette prise de sang, de toucher rectal. Donc ça, on est dans le domaine du dépistage. Et ce qui est recommandé de faire comme dépistage chez les hommes actuellement, selon les lignes directrices, c'est d'offrir en fait le dépistage chez les patients âgés entre 50 et 70 ans en général. Et votre question touche un homme plus âgé que ça, un homme qui est au-delà des lignes directrices de dépistage, et à savoir, est-ce qu'on doit continuer au-delà de ça? Bien, passé cet âge-là, il semble que le risque de faire une intervention de trop, non nécessaire, dépasse les bénéfices, en fait, d'être traité et d'être dépisté. Alors, c'est pour ça que, passé 70 ans, c'est pas recommandé en général, en absence là, de facteurs de risque, là, de faire du dépistage. Ceci étant dit, un autre critère du dépistage, c'est d'avoir une espérance de vie de plus de 10 ans. Maintenant, on sait que les gens âgés de 70 ans et plus ne sont peut-être plus les mêmes de ceux qui ont déjà été quand la culture voulait que les gens fument et peut-être faisaient un petit peu moins de sport et tout ça. Donc, l'espérance de vie de quelqu'un à 72, 73, 75 ans peut être encore de 10 ans facilement. Alors, c'est une question qui ne se répond pas d'un simple oui ou non. Je pense que si quelqu'un voudrait être dépisté et a de l'intérêt, il faut d'abord en discuter avec son médecin de famille. Et avant d'être dépisté, peut-être chez les personnes plus âgées, avoir cette discussion-là avec un spécialiste pour être sûr qu'on comprend tous les enjeux et que si on considère qu'on a des facteurs de risque importants, on peut peut-être dépister des patients qui sont plus âgés et chez qui on pourrait croire que ça pourrait leur être bénéfique. Alors, je poursuis, Dr. Pouliot. Je viens de recevoir une question. Je viens de recevoir un diagnostic à 65 ans. Mon urologue recommande la surveillance. J'en suis bien heureux, sauf que si le cancer progresse, je ne serai pas aussi ou autant en forme pour un traitement dans 7 ou 10 ans versus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça stresse notre ami ici. Bien, tout à fait, parce qu'on est porté naturellement à tout mettre les cancers dans le même panier. Il y a des cancers très agressifs qui vont causer le décès. Puis derrière ça, dans le cancer de la prostate, il y a des cancers qu'on dit de bas risque et qui sont à très, très, très faible risque d'aller ailleurs, ce qu'on appelle les métastases. Et il n'y a pratiquement pas de patients qui vont en décéder s'ils restent à ce niveau-là. Donc, c'est ceux-ci, ces cancers-là de bas risque, qui sont des patients, des cancers qui sont candidats à la surveillance active et qu'on offre à nos patients. Qu'est-ce que veut dire la surveillance active? Ça veut dire qu'on ne traite pas et on s'assure que le cancer ne devienne pas plus agressif. Et en général, à 5 ans, 70% des patients n'auront pas progressé au point d'avoir besoin d'une thérapie comme la prostatectomie, la chirurgie, ou la radiothérapie. Donc, on peut dire que votre risque là, est peut-être de 30% pour répondre à la question, d'avoir éventuellement une intervention à 5 ans.
Maintenant, dans 7-10 ans, oui, peut-être que le risque continue. Là, il y a une possibilité d'avoir une intervention, mais on sait que le risque de mortalité à 15 ans est très, très faible par cancer. Là, on parle de moins de 5 et même plus vers 2 Alors, il faut bien y penser. Quand on a un diagnostic de cancer de bas risque, candidat à la surveillance, les chances vraiment que vous ayez besoin d'un traitement sont moindres que celles que vous continuez de vivre sans aucun effet secondaire causé par la thérapie locale. D'accord. Alors, j'ai 69 ans, mon cancer est de grade 2, 3 plus 4, mon PSA est de 5,7 et mon uro me dit qu'il est localisé d'un côté de ma prostate. Je suis en forme, actif, pas de symptômes, je préfère ne pas traiter. Est-ce que je pourrais le regretter? Et combien de temps avant que les métastases apparaissent? Oui. Bien ici, pour encore catégoriser un petit peu le cancer, on n'est plus dans un cancer de bas risque, mais on est dans un cancer de risque intermédiaire. Qu'est-ce que ça veut dire, un cancer de risque intermédiaire, un cancer de la prostate, bien entendu? C'est un cancer qui a le potentiel d'aller ailleurs, donc de faire les métastases, de devenir généralisé et de causer le décès. Par contre, ce type de cancer-là, de grade 2 sur 5, donc Gleason 7, n'est pas un cancer des plus agressifs. Donc, il va prendre du temps, la plupart du temps, avant de progresser et aller ailleurs. Donc, ça va se faire sur des années, plusieurs années. Donc, le risque, pour répondre à votre question, il y a un risque effectivement de progression et de devenir métastatique. Et à ce moment-là, je ne dis pas dans 6 mois, c'est pas rapide comme ça, pas 1 an non plus, mais à travers les années, vous pourriez finir par le regretter. Il y a un potentiel d'aller ailleurs. Donc, encore là, chez certains individus, souvent plus âgés, on peut quand même considérer faire uniquement une surveillance en connaissant ces enjeux, mais dans la majorité des cas, on va recommander une thérapie à visée curative pour les raisons que je viens de mentionner. Alors, monsieur ici a été opéré en août 2021 à 53 ans. Que pensez-vous des injections pour réveiller les nerfs érectiles qui ont été épargnés dans mon cas? Le Viagra et le Cialis ne sont pas d'une grande aide, mettons. Quand on fait une chirurgie, les nerfs, là, il ne faut pas les imaginer comme des nerfs là, qui vont innerver les membres. Là. Un gros nerf qui est un boyau qu'on voit. Ce sont des filets de petits nerfs qui enveloppent la prostate. Un peu comme la pelure d'une pomme autour d'une pomme, puis la pulpe, là, ce serait le cancer. Donc, quand on fait la chirurgie, on pèle la pomme pour sortir la pulpe, qui est le cancer, et l'enlever du patient. Maintenant, la pelure, elle est étirée. Elle devient paralysée. Donc, comme vous avez eu la chirurgie en août 2021, vos nerfs sont encore paralysés. On appelle ça la neurapraxie des nerfs érectiles. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'érection dans 6 mois, dans 1 an, et même ça peut prendre jusqu'à 3 ans à récupérer, mais actuellement, vos nerfs demeurent paralysés. Donc, il faut passer au-delà des nerfs si on veut avoir des érections. Et c'est là que les injections dans le pénis peuvent faire leur travail et attendre justement maintenir la fonction ou aider à avoir la fonction érectile en attendant que les nerfs récupèrent. Ainsi, les injections peuvent permettre d'avoir ce qu'on appelle la réhabilitation pénienne, éviter de justement avoir de la cicatrice dans le pénis qui se fait quand il n'y a pas d'érection pour ces mois-là, et ainsi peut-être avoir de meilleures érections ultérieurement. Certaines études ont démontré ça. D'autres alternatives aux injections qui ne passent pas par les nerfs, c'est d'avoir des pompes. Vous pouvez aller voir sur le site de Procure, on en parle. Il y a la pompe Erectade, il y a la pompe MedIntime qui permettent aussi encore là d'outrepasser les nerfs le temps qu'ils récupèrent. Et si malheureusement les nerfs ne récupèrent jamais, bien, on a d'autres modes pour avoir des érections avec lesquelles on peut continuer indéfiniment. Alors, ça rassure sans doute bien des hommes, ça. Autre question, un de mes chums et moi avons eu le même diagnostic, type de cancer, puis en même temps.
On a 60 et 62 ans. On est en forme, slim, on bike ensemble depuis plusieurs années. Les deux, chirurgie robotisée au printemps 2021. Lui était au sec après 2 mois, alors que moi, je suis encore incontinent 8 mois plus tard. 3 pads épais par jour. Alors pourquoi et je fais quoi? Bien, écoutez, l'incontinence, c'est un des effets secondaires de la prostatectomie radicale. Il y a des patients qui vont, au bout d'1 an, être complètement continents. D'autres qui vont avoir des petites incontinences, à peu près 20 là, avec des petites gouttes, vraiment pas là, régulières, mais 1 ou 2 par jour quand ils font de très gros efforts. Puis malheureusement, il y en a qui vont avoir de l'incontinence plus importante. Les facteurs qui vont jouer là-dessus sont multiples et c'est difficile de prédire qui va évoluer vers un des 3 groupes là, qu'on vient de mentionner. Donc, si on a 2 patients qui semblent avoir eu la même chirurgie, et on pourrait même ajouter le même chirurgien, je n'irai pas jusque-là, ça pourrait être le même chirurgien qui les a opérés, et pour des raisons personnelles, formation du bassin, forme de la prostate, reconstruction de la vessie qu'on doit faire chirurgicalement, il peut y avoir des différences importantes dans la récupération. Donc, ce que je dirais à ce patient-là qui a de l'incontinence toujours après 8 mois, c'est qu'il y a encore du temps pour récupérer, s'assurer de continuer de faire sa physiothérapie parce que vraiment, on stabilise la continence ultimement là, aux alentours d'1 an. C'est là qu'on a vraiment fait les plus gros acquis. Donc, il reste encore le tiers de sa réhabilitation à pouvoir y avoir. Et si malheureusement l'incontinence continue de le déranger, bien il y a d'autres alternatives chirurgicales où on peut corriger ça et donc il ne sera pas pris à vie avec cet effet secondaire-là de la chirurgie. Que pensez-vous des exercices Kegel? C'est excellent. C'est quelque chose que tout patient qui est candidat à une prostatectomie radicale décide d'avoir devrait faire, idéalement avant la chirurgie pour se pratiquer bien, maîtriser ses muscles et certainement après pour favoriser la réhabilitation et le recouvrement de la continence ultime. Autre question, je reçois des injections depuis 2 ans aux 3 mois et mon APS est à 0,1 depuis 1 an. Après une radiothérapie et curithérapie, alors je n'ai pas de métastase, peut-on arrêter le traitement? Si oui, est-ce que ma libido, une deuxième partie de la question, si oui, ma libido reviendra quand reviendra-t-elle et les bouffées de chaleur vont disparaître à quel moment? J'ai 59 ans. OK. On comprend ici, on a un patient qui a décidé d'avoir de la radiothérapie au lieu de la chirurgie pour son traitement. Et que lorsqu'on a des cancers plus agressifs, on va injecter pour une période de 2 à 3 ans des anti-hormones, donc des agents qui vont castrer, enlever la testostérone chez cet homme. Et là, il se retrouve dans une situation où il y a une perte de libido, souvent de la dysfonction érectile, et des effets secondaires qui sont des bouffées de chaleur dues à ces hormones-là. Il nous demande, est-ce qu'on peut arrêter ça, ces hormones-là? Et la réponse, c'est oui. Normalement, on les arrête, comme je vous mentionne, après 2 à 3 ans. Et là, l'effet n'est pas immédiat. Même si on arrête les injections, les niveaux de testostérone demeurent castrés pour en moyenne 6 mois après l'arrêt. Donc, entre 6 mois et la suite, on va avoir donc toujours des niveaux castrés de testostérone. Je vais vous demander de ne pas répondre au téléphone. Trop drôle. Quelle est la différence? Autre question. On veut savoir quelle est la différence entre un TEP et un PSMA. Au privé, le PSMA coûte 3 000 $ quand même, mais il paraît que l'on peut voir exactement où sont les cellules cancéreuses après une récidive. Qu'en pensez-vous? C'est une excellente question. En fait, la TEP, c'est ce que le docteur Beauregard nous montrait dans le documentaire
où on pouvait voir les taches noires des métastases quand le cancer sort de la prostate et s'en va s'implanter ailleurs ou se généralise. Donc, la TEP, c'est la tomographie par émission de positrons. Ça, c'est un appareil. Ce n'est pas une technologie en soi unique, OK? Mais on peut aller détecter le cancer de la prostate avec un traceur qui détecte le PSMA. Donc, ce PSMA-là, c'est une protéine, donc un antigène qui est à la surface des cellules cancéreuses prostatiques. Donc, en envoyant dans le sang des patients ces têtes chercheuses-là, on peut savoir où est le cancer. Donc, finalement, le PSMA et la TEP sont la même chose. C'est une TEP PSMA. Donc, la détection du traceur se fait par la TEP. OK? C'est peut-être un petit peu confondant, mais il y a l'appareil qui est la TEP et le PSMA, c'est le traceur qui détecte les cellules cancéreuses. Maintenant, cette technologie-là, la TEP PSMA, est grandement supérieure aux imageries dites conventionnelles, le CT scan ou la scintigraphie osseuse. Par contre, jamais on va être capable de détecter toutes les cellules cancéreuses. Donc, on améliore le diagnostic légèrement, mais on ne sera jamais capable de tout les diagnostiquer. Donc, c'est un pas vers l'avant, vers de meilleurs traitements, sans toutefois avoir la perfection, bien entendu, parce qu'il y a des cellules microscopiques qu'on ne détectera pas dans les os ou dans les ganglions. D'accord. Une question à 2 volets. Lue sur Internet. Les urologues en France font toujours une IRM avant une biopsie. Pourquoi pas ici? Et ils prescrivent des suppléments naturels, palmiers de nain, graines de courge, etc., pour les troubles urinaires. Alors, pourquoi en France et pourquoi pas ici? Bien, parlons d'abord de la résonance magnétique. C'est un autre outil d'imagerie en radiologie. Dr. Ouellet le présentait dans le documentaire. Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est vraiment une belle technologie qui permet de voir où se trouve le cancer de la prostate pour ensuite pouvoir le cibler par des biopsies et des appareils spécialisés. Maintenant, cette technologie, bien que disponible au Québec, elle n'est pas toujours disponible dans les délais qu'on voudrait bien l'avoir. Il y a d'énormes efforts faits à travers tous les hôpitaux, tous les CHU et aussi les hôpitaux périphériques pour le rendre de plus en plus accessible, mais on n'a pas accès à 100% là, des patients dont on le voudrait. Ceci étant dit, bien que le bénéfice soit reconnu de la résonance magnétique pour augmenter la sensibilité pour détecter les cancers de la prostate, elle ne fait pas la différence de tout en tout. Elle va augmenter peut-être de 5% le diagnostic de cancer de la prostate, donc y aller de biopsie systématique dans un contexte où on n'a pas nécessairement l'accès aussi facilement qu'on le voudrait est encore correct. Mais comme on l'a discuté tout le long pendant, je dirais ce soir, pendant les différentes discussions, le but, c'est d'y arriver. Donc, c'est ce qu'on essaye tout le monde ensemble, c'est de donner cet accès-là pour pouvoir, comme en France, là où il y a un système privé, de pouvoir aussi donner un meilleur accès à tous les patients, mais dans le public, comme M. Labaume le disait. Donc, aucune discrimination, tout le monde avec les mêmes chances d'avoir un diagnostic optimal. Ben, c'est notre système de santé. Pardon? C'est notre système de santé qui est en cause. Oui, c'est ça. C'est notre désir de ne pas discriminer. Je pense qu'il faut aller dans cette veine-là. Ne pas reculer, mais foncer et viser haut quand même. Une dernière question, Dr. Pouliot. C'est quoi la différence entre rémission et guérison? Oui, c'est une importante question, je crois, qui est souvent posée. Il y a la rémission, c'est lorsque on a une maladie, dans ce cas-ci, on parle du cancer, donc un cancer qui est diagnostiqué et qu'on le traite et qu'il y a une amélioration des symptômes ou des signes de la maladie, que ce soit radiologique ou par des prises de sang. Donc, on parle de rémission. Et la rémission peut être complète quand on n'a plus aucun signe que la maladie est active. Dans le cas du cancer de la prostate, si on parle d'un patient qui avait avant sa chirurgie un PSA, une prise de sang PSA à 10, puis qui tombe à 0, il est en rémission dite complète à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il est guéri, puisqu'on sait très bien
que le cancer peut être là à des très petites quantités, puis se proliférer tranquillement, puis récidiver dans 2, 3 ou 4 ans. Et c'est pourquoi on continue de faire le suivi, ce qu'on appelle le monitoring des patients par des prises de sang répétées ou encore des techniques d'imagerie pour détecter les métastases. Donc ça ici, on parle de rémission partielle, rémission complète. Et si au bout de 10 ans, il n'y a aucun signe de maladie, souvent on pourra se permettre d'évoquer le mot guérison. Et en cancer de la prostate, bien souvent, on va continuer pendant plusieurs années encore à suivre au moins les prises de sang pour s'assurer qu'il n'y a pas des petites cellules sournoises qui récidivent même longtemps après le traitement. Docteur Pouliot, vous avez rassuré, vous avez donné plein d'informations et répondu à des questions qui n'étaient pas évidentes non plus. Je pense qu'on a fait le tour de la question dans la mesure où on pouvait le faire. On est allé pour une petite incursion à l'hôpital pour voir comment les choses se passaient entre vous. On voit que vous travaillez en équipe, c'est génial. Alors, merci beaucoup pour votre précieux temps et on remercie encore une fois Régis Labaume. C'est extrêmement apprécié. Alors, votre opinion est importante, chère personne à l'écoute, et j'aimerais vous demander de répondre aussi un petit... il y a quelques questions qui peuvent vous être posées. Vous n'avez qu'à cliquer sur « Continuer » sur le site. Alors, le prochain webinaire aura lieu le 2 décembre prochain, de 19h30 à 20h30, lors duquel nous aborderons le cancer de la prostate avancé, comment on le traite, avec le docteur Patrick Richard, uro-oncologue au CHU de Sherbrooke. Alors, encore une fois, Dr Pouliot, merci infiniment. Soyez des nôtres, consultez le site procure.ca pour rester à l'affût. Et c'est Winston McQuaid ici pour Procure en parle. Merci pour votre participation et je vous dis à la prochaine. Vous avez aimé les services de Procure? Alors n'hésitez pas à contribuer à procure.ca. Merci pour votre générosité.